Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Laurence, lundi 10 novembre s'ouvrait la COP30 à Belém au Brésil. Alors les COP, on le sait, ce sont des conférences qui ont lieu tous les ans entre les pays signataires de la Convention sur le climat de l'ONU, d'où leur nom, les Conference of Parties, les COP. Alors les travaux de cette conférence et les discussions qui vont y prendre place sur les moyens de lutter contre le réchauffement climatique vont durer 15 jours. Or, les US de Trump sont à nouveau sortis des accords de Paris, qui ont été adoptés lors de la COP 21 en 2015, et la Maison-Blanche a décidé cette année de n'envoyer aucune délégation à la COP. Cette attitude climato-sceptique assumée est tout aussi nette à l'intérieur des États-Unis où depuis janvier dernier, les règles de protection de l'environnement sont détruites systématiquement. L'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, dérégule à tout va et devrait perdre un tiers de ses effectifs cette année. Alors, est-ce que cette politique correspond à ce que veut l'opinion publique américaine ? Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle de la relation des Américains aux questions climatiques. Et pour commencer, retracez-nous un petit peu d'où viennent les Américains, d'où parlent les Américains en matière de rapport avec la nature. Le rapport des Américains à la nature est double, et ce, au moins depuis le 19e siècle. À cette époque-là, pendant la conquête de l'Ouest, on va pas se mentir, la nature est avant tout dangereuse et elle doit être dominée. On peut même dire ça en termes religieux, qui sont si importants à l'époque. Dans la Genèse, la terre est donnée aux hommes pour qu'ils l'exploitent. Et, de fait, les Américains vont vouloir l'exploiter à fond. Et puis, en même temps, il y a aussi un sentiment d'émerveillement des nouveaux arrivants en Amérique du Nord devant tous ces paysages véritablement incroyables. Il y a certainement là un effet du romantisme européen transmis outre-Atlantique. On verra aussi au XIXe siècle ce courant philosophique qu'on appelle transcendentaliste, avec Ralph Waldo Emerson ou Thoreau, qui pensent que la nature sauvage est bénéfique à l'âme humaine. La solution trouvée dès cette époque-là pour allier ces deux courants un petit peu opposés, c'est de mettre de côté des territoires qu'on va protéger. Les parcs naturels sont une invention extrêmement ancienne. Le premier, ce sont les sources thermales de Hot Spring dans l'Arkansas. Elles sont désignées comme réserves naturelles dès 1832. Ensuite, on aura la vallée de Yosemite qui devient un parc naturel d'État, en l'occurrence la Californie, en 1864. Et puis enfin, c'est le site de Yellowstone qui est à cheval sur le Montana, l'Idaho et le Wyoming qui devient le premier parc national, donc fédéral, en 1872. Il y en aura énormément d'autres jusqu'à aujourd'hui. Alors, deux tendances historiquement, mais enfin, aujourd'hui, il semble bien que ce soit l'utilitarisme trumpien qui l'emporte, non ? Oui, absolument, parce que depuis plusieurs décennies, on a vu apparaître ou remonter en puissance différents courants idéologiques qu'on dit, alors attention, le mot est compliqué, anti-environnementalistes. Il y en a trois. D'abord, les protestants fondamentalistes, j'en parlais déjà tout à l'heure avec cette histoire de Genèse. Ils considèrent d'une part que les humains sont les intendants de la Terre et ont le droit de tout exploiter sans limite. Et puis par ailleurs, ils sont anti-modernes. Ils considèrent que la science, et notamment la science du climat, est athée et immorale. On a ensuite les populistes d'extrême droite qui sont vraiment montés en puissance avec Trump. Alors eux refusent aussi le discours scientifique, mais c'est plutôt là par anti-élitisme. Et puis enfin, on a les nationalistes qui ne veulent surtout pas que les États-Unis se plient aux diktats de l'étranger. Et les COP, pour eux, c'est vraiment l'incarnation d'un système international auquel les États-Unis, selon eux, ne doivent rendre aucun compte. Oui, alors ces courants anti-environnementalistes, comme vous le dites, et effectivement, c'est pas facile à dire, s'incarnent bien chez Trump, mais de l'autre côté, on a quand même des courants, et vous en parliez dans votre première réponse, on a quand même des courants pro-environnement qui continuent à exister. Est-ce que eux s'incarnent en résistance dans les États démocrates ? Oui, absolument. Trump agit depuis le niveau du fédéral et au niveau des États fédérés, on voit beaucoup de choses se mettre en place pour résister. C'était particulièrement vrai pendant le premier mandat de Trump où on a vu deux associations naître. C'était en 2017, America's Pledge et We Are Still In, pour maintenir le respect des engagements internationaux des États-Unis, notamment les accords de Paris. Manifestement, ça n'a pas complètement marché. Oui, et la situation avec cette réélection de Trump en 2024 est bien pire cette fois-ci, et ce, pour deux raisons.
La première, c'est que Trump a décidé de mettre à bas tout ce que Biden avait mis en place pendant son mandat pour mettre en route la transition énergétique aux États-Unis, faire une grille d'énergie beaucoup plus environnementaliste et surtout lancer la voiture électrique. Tout cela était prévu par la loi IRA, rappelez-vous, Inflation Reduction Act, dont on a tellement parlé, et toutes les subventions vraiment très généreuses prévues par cette loi sont en train d'être graduellement supprimées par Donald Trump. Et la deuxième chose ? Ce sont les attaques de l'administration Trump, cette fois-ci sur les États directement. Il y a vraiment une bataille entre le fédéral et le fédéré qui se joue sur les questions environnementales. Je vous donne 2 exemples. Le département des transports a lancé des attaques contre le programme de péage urbain que Manhattan, à New York, a mis en place. C'est ce qu'on appelle le congestion pricing, un petit peu comme à Londres. Ce système est en route depuis janvier dernier, mais il n'y a pas moins de 12 recours juridiques pour tenter de l'interrompre. Pour l'instant, ça n'est pas suspendu, mais on va voir ce qui se passe. Et le deuxième exemple, encore plus important à mon avis, c'est que au mois de mai dernier 2025, le Sénat fédéral à Washington, sous l'influence des républicains, a bloqué l'interdiction qui était prévue en Californie des ventes de voitures thermiques à partir de 2035. Cette mesure, prise donc en Californie, était suivie par une douzaine d'autres États et elle allait concerner au moins 40% du marché automobile américain. La raison que les sénateurs républicains ont mis en avant, c'est que la Californie, en prenant cette décision, allait en réalité imposer un standard à tout le pays, or elle n'en a pas le pouvoir. On est d'accord, Romain, que c'est aussi une croisade idéologique anti-environnementaliste. Oui, c'est aussi une croisade industrielle pour sauver l'emploi dans les grands centres de production de voitures thermiques aux États-Unis, Detroit en particulier, les États-Unis faisant là ce que, pour l'instant, a refusé de faire l'Europe. Fermons cette parenthèse. Oui, et revenons à la Californie qui a prévu de faire appel contre cette décision du Sénat. Mais alors, il n'y a rien de positif qui se passe en matière d'environnement aux États-Unis ? Alors, si, il y a quand même 2 choses positives. C'est que d'une part, la société civile reste assez active et ces 2 organisations dont je vous parlais tout à l'heure, America's Pledge et We Are Still In, ont fusionné, figurez-vous, en février 2021. L'association s'appelle maintenant America is All In et continue à prôner le respect des accords internationaux type Accord de Paris à l'échelle locale. J'ai été voir leur site pour pouvoir vous dire exactement qui en est membre. Eh bien, il y a 10 États démocrates des États-Unis, près de 300 villes et comtés, plus de 2000 entreprises et investisseurs, ça c'est très important, et puis enfin, plus de 400 universités et centres de recherche, j'ajoute 12 tribus amérindiennes. Les 2 coprésidents de America is All In sont le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, c'est-à-dire vraiment un poids lourd du Parti démocrate, et le maire de Cleveland. Et je terminerai sur l'importance de cette association en disant qu'elle a bel et bien envoyé une délégation américaine à la COP30 menée par Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. Oui, lequel Gavin Newsom, à la COP30, ne s'est pas privé de s'en prendre directement et de manière assez dure à Donald Trump himself. Mais alors vous nous disiez qu'il y avait 2 choses positives. On vient de voir la première. La seconde, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la seconde, c'est la réaction des milieux d'affaires. Le secteur des industries fossiles est évidemment très content de pouvoir polluer à tout va sans aucune règle, mais la demande d'énergie est telle aujourd'hui aux États-Unis, et notamment la demande d'énergie électrique, parce qu'il faut alimenter les crypto-monnaies, les moteurs de recherche type ChatGPT, les data centers, et puis aussi les véhicules électriques, que le marché ne peut pas se passer des énergies vertes. En fait, toutes les énergies sont mobilisées pour répondre à la demande. Et en ce qui concerne les énergies renouvelables, il y a eu tellement de travaux qu'elles sont devenues à peu près compétitives aujourd'hui. En gros, la décarbonation est tirée par le marché. Mais concrètement, ces énergies vertes, elles représentent quoi dans le mix énergétique américain ? Le mix énergétique américain repose toujours massivement sur le pétrole et le gaz, qui représentent quand même 75% des énergies primaires produites aux États-Unis. Pour le reste, le chiffre à retenir, c'est 9.
Le charbon est en déclin structurel, il est passé de 40% dans les années 50 à 9% en 2023, ce sont les derniers chiffres que j'ai trouvés. Donc en gros, une énergie en plein recul. Le nucléaire civil est stable autour de 9%, mais de nouveaux réacteurs vont être mis en service dans les années qui viennent, donc ça devrait augmenter. Et puis enfin, les renouvelables qui sont elles aussi à 9% du mix énergétique. Les renouvelables, c'est le solaire et l'éolien, mais aussi les barrages hydroélectriques et puis aussi la biomasse. Et ce chiffre des renouvelables est en augmentation depuis des années. Et une fois que j'ai dit tous ces chiffres, ce qu'il faut retenir, et c'est ce qui me semble le plus important, c'est que cette évolution, elle se voit dans les États démocrates, mais aussi dans les États républicains. Je vous prends l'exemple du Texas, qui est le premier producteur d'énergie américain. Toutes sources confondues, on est à 25% des énergies primaires. Évidemment, le pétrole et gaz sont surreprésentés. Mais le Texas est aussi le premier producteur d'électricité éolienne du pays, près de 30% du total américain en 2024, et le deuxième État pour la production d'électricité d'origine solaire. Donc, tous les États, démocrates et républicains, tirent dans tous les sens sur les questions énergétiques, y compris les renouvelables, et ce, malgré la fin des subventions votées à l'époque Biden. Eh bien, c'est sur l'image de la famille Ewing se mettant à l'énergie solaire que nous vous remercions, Laurence, de cet éclairage, c'est le cas de le dire, et nous vous disons à la semaine prochaine. J'emploie le « nous » de majesté, je ne sais pas très bien pourquoi, mais on fera comme ça pour cette conclusion. À bientôt, Laurence. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.